Bonjour à toutes et à tous. Merci d'abord à Anne et Henri de m'avoir convié, alors non pas à conclure, puisqu'évidemment le titre « Conclusion », d'ailleurs l'intitulé même ensuite du titre indiqué sur le programme est un peu abusif. D'ailleurs, il a été imposé dans un geste de despotisme, certes éclairé, mais néanmoins, et en tout cas sans consentement. Non, l'idée, évidemment, n'est pas de conclure, mais d'ouvrir la discussion, d'ailleurs, puisqu'il a été rappelé à plusieurs reprises que ce moment final est un moment de discussion. Je suis sûr que vous avez encore de nombreuses remarques, questions à faire après toutes ces très très belles communications. Et donc, rassurez-vous, je ne vais pas monopoliser la parole avec des propos conclusifs et définitifs. Je voudrais simplement peut-être reprendre quelques éléments de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et d'abord en remerciant, je crois qu'on peut tous le faire, les intervenants, car c'était vraiment une journée extrêmement riche, avec des communications qui d'ailleurs qui étaient individuellement passionnantes, mais qui avaient énormément d'écho les unes avec les autres, se répondaient beaucoup. Ça, j'ai trouvé ça d'une très grande richesse. Donc voilà, merci beaucoup de ce point de vue-là. Ce qui était frappant aussi, c'est que chacune des communications est évidemment marquée par une grande érudition et en même temps que les enjeux contemporains, les échos avec notre monde contemporain ont été omniprésents. J'ai noté, entre autres, l'antiterrorisme, les gilets jaunes, le pouvoir autoritaire en Russie, les rapports entre loi et superstition religieuse, etc. Et je pourrais continuer jusqu'à la toute dernière communication. Et je pense que c'est à la fois important parce que ça montre à quel point l'histoire peut être à la fois d'une grande précision érudite dans ses objets et en même temps être riche d'échos et de réflexions sur notre monde contemporain. Et par ailleurs, il n'est sans doute pas anodin que nous soyons aujourd'hui aussi attentifs à la question de la liberté politique, qui est au fond la question fondamentale que la notion de despotisme oriental a toujours cherché à penser et à problématiser. Et donc nous y sommes reconduits, et cela n'étonne personne. Donc le grand intérêt de ce colloque, je crois, ça a été au fond, d'aborder cette question à partir donc d'un concept complexe, ambigu en réalité, celui de despotisme oriental, que l'on peut suivre dans une très longue durée, ça a été rappelé ce matin, depuis Platon, Aristote, surtout depuis Aristote, jusqu'au XXe siècle, même jusqu'au XXIe siècle, et de ce point de vue-là, on constate l'efficacité heuristique d'une méthode qui est celle de l'histoire des idées politiques de longue durée, qui est aujourd'hui une méthode qui, en histoire intellectuelle, est très en vogue et a été théorisée, notamment qui est une méthode, disons, qui était l'histoire des idées, était un peu ancienne, mais l'idée de suivre des idées dans la très longue durée en s'arrêtant sur des moments de controverse, de conceptualisation et de débat est aujourd'hui une méthode qui est beaucoup utilisée en histoire des idées politiques, théorisée par exemple par Darin McMahon, collègue américain, qui vient de faire paraître par exemple une histoire de l'égalité, de la notion d'égalité, depuis l'Antiquité jusqu'au débat contemporain. Et donc ça, et on voit bien l'efficacité parce que ça permet de mettre en relation des contextes historiques, des enjeux, des auteurs, des débats que habituellement on ne relirait jamais, et que là on peut lier soit par l'effet de reprise textuelle, on l'a vu là à plusieurs reprises avec Montesquieu, les traductions, les citations, les réutilisations plus ou moins explicites, mais aussi par des effets de comparatisme. Et donc ça, je crois que c'est très important, et avec une spécificité autour de la notion de despotisme oriental
trouverait pas forcément l'équivalent avec des notions plus générales comme celle de liberté, d'égalité, c'est qu'elle a un moment, disons, dans sa conceptualisation d'intensité historique, chronologique, qui est le XVIIIe siècle. Je pense que c'est à ce titre que j'ai été convié à prendre quelques minutes de votre temps en fin de journée. Alors, au XVIIIe siècle, et évidemment, cela a été beaucoup dit, je vais y revenir dans un instant, autour de Montesquieu, je crois que ça n'a échappé à personne aujourd'hui. Alors, au XVIIIe siècle, et on l'a vu aussi, ça m'a beaucoup intéressé, parce que moi, je suis XVIIImiste, mais je trouve très intéressant, évidemment, la manière dont la notion rejoue. Ensuite, elle est reconceptualisée à partir, d'abord en plusieurs étapes. D'abord au XIXe siècle, ça c'est assez connu, et c'est d'ailleurs peut-être le point sur lequel on a le moins insisté aujourd'hui, ou plutôt en filigrane, c'est la redéfinition par Marx, qui passe de la notion d'ailleurs de despotisme oriental à la notion de despotisme asiatique. Et j'y insiste parce que sinon on ne comprend pas très bien Wittfogel si on n'a pas cette redéfinition marxienne qui passe en fait d'une définition qui était essentiellement politique, voire psychopolitique au XVIIIe siècle, à une définition qui est une définition du despotisme asiatique ou oriental, on trouve les deux traductions possibles, comme un mode de production. C'est le mode de production asiatique, et c'est ça qu'on suit. Alors c'est intéressant parce que Marx le définit à partir de Bernier. Bernier qu'on a cité, ce voyageur de la fin du XVIIe siècle, qui a voyagé en Inde, dont Montesquieu, que Montesquieu évidemment connaissait. Et c'est en citant nommément Bernier que Marx découvre, à l'intuition de ce qu'il appelle le mode de production asiatique, qui est un mode de production fondé sur l'absence de propriété privée. C'est vraiment le point essentiel. Donc là, c'est déplacement, c'est plus la question de la crainte ou même de l'absence de loi, c'est l'absence de propriété privée. Il dit que c'est chez Bernier qu'il a découvert ça. Et évidemment, il va en faire un modèle qui, chez Marx même, est ambigu parce que la question de savoir, parce qu'évidemment, ça ne rentre pas très bien dans le schéma qui passe du modèle féodal au capitalisme. Et donc, est-ce que chez Marx, c'est une voie différente de la voie féodale, ou est-ce que c'est une variante? C'est une question que tous les marxistes du XXe siècle vont se poser, essayer de répondre. Et puis, au XXe siècle, on voit la redéfinition, toujours dans cette double tradition occidentale, au moment de la guerre froide. On a, c'était dit tout à l'heure, à la fois Wittfogel, ça c'est très connu, qui est au fond un marxiste anticommuniste, puisque sa théorie est très fortement inspiré de sa formation marxiste. Il essaie de redéfinir le mode de production asiatique et en même temps pour en faire une explication du despotisme stalinien. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, en parallèle et de manière totalement déconnectée, mais dans le même contexte politique de la guerre froide et de compréhension du despotisme à ce moment-là représenté notamment par le stalinisme, mais aussi par la Chine communiste, c'est chez Hannah Arendt, cette fois, le lien est fait avec l'impérialisme. Donc non plus une redéfinition économique, mais plutôt une définition donc impérialiste du despotisme oriental. Mais ce qui est très intéressant, ce que j'ai découvert aujourd'hui, et je pense beaucoup d'entre vous aussi, c'est la façon dont, à la fin du XIXe siècle, en Asie, la notion de despotisme oriental, venue de la philosophie européenne du XVIIIe siècle, est retravaillée pour penser à la fois, alors soit la question de la démocratisation à la fois ou des réformes politiques et de la liberté politique en Chine et au Japon, mais aussi à l'intérieur même de l'Asie. Anne l'a souligné tout à l'heure, une façon, par exemple, pour les intellectuels japonais de repousser, de créer un Orient de l'Orient ou de s'occidentaliser par opposition à un Orient qui est à ce moment-là la Chine. Et donc là, on voit des circulations tout à fait importante et intéressante, et de voir qu'un concept qui peut être, j'y reviens dans un instant, décrit et même décrié comme orientaliste,
lui-même est repris par des auteurs asiatiques dans une visée qui peut être à la fois une visée émancipatrice, celle de produire du discours de la réforme libérale, ou voire démocratique, on l'a vu tout à l'heure, dans le cas japonais, et puis en même temps qui peut être aussi un discours critique et lui-même en fait orientalisant. Alors, si j'en reviens un instant, enfin plutôt maintenant, et au XVIIIe siècle, un instant, et aux Lumières, donc c'est quand même le moment vraiment où le concept, notamment avec Montesquieu et autour de Montesquieu, avec de ces chaînes de controverses dont on a parlé tout à l'heure, le moment où le concept vraiment se densifie, eh bien, au fond, je voudrais insister sur, peut-être noter 3 points autour de la façon dont le concept de despotisme oriental joue au XVIIIe siècle. Premier point, c'est un contexte qui est fondamentalement contesté et controversé. Alors ça, c'est très important parce que souvent, si on regarde ça d'un peu loin, on dit, bon, bah alors voilà, au XVIIIe siècle, il y a cette notion de despotisme oriental, c'est Montesquieu, on donne 2 ou 3 citations, et puis voilà, on dit les Lumières, ils ont cette conception du despotisme oriental, alors c'est à la fois la pensée politique des Lumières, c'est l'orientalisme des Lumières. Bon. Et là, ce qu'on a très bien vu aujourd'hui, c'est à quel point les choses sont beaucoup plus compliquées. En fait, la notion même de despotisme est une notion fondamentalement contesté, et je dirais même que c'est un concept disputé, ça je reprends ici un terme du théoricien des idées Melvin Richter, qui avait donc théorisé, qui est un historien des concepts, et qui avait théorisé cette idée de concept disputé, dont il disait que c'est des concepts qui au fond valent moins pour leur définition théorique que pour les controverses qu'ils permettent et qu'ils suscitent. Et au point d'ailleurs souvent, alors c'est le cas pour le terme de despotisme, de finir par avoir une sorte de flou sémantique, mais ce flou sémantique, ça ne les appauvrit pas en tant que concept, ça les enrichit parce que c'est justement cette incertitude du concept qui leur permet de circuler, d'être pris et de nourrir des discussions. Ça, c'était pour le concept de despotisme au XVIIIe siècle, qui est effectivement omniprésent, mais qui peut avoir des usages d'une extrême diversité. Alors avec le concept de despotisme oriental, on a quelque chose qui est beaucoup plus ciblé, a priori mieux défini, mais qui reste un concept fondamentalement controversé. Ça a été un des apports, je crois, de cette journée, de montrer, par exemple, l'importance d'Anctil du Perron, de sa critique radicale de la conception, disons, qu'avait Montesquieu, mais on pourrait citer plein d'autres auteurs. On a très peu parlé de Nicolas-Antoine Boulanger, qui est quand même un des théoriciens aussi du despotisme oriental, avec une définition qui, en partie, reprend celle de Montesquieu, mais y introduit plus fortement la question de la superstition religieuse comme un des moteurs du despotisme oriental, autour toujours de cette notion de la crainte ou de la peur, mais Boulanger, qui est proche de D'Holbach, c'est d'ailleurs D'Holbach qui va éditer le texte, d'un auteur matérialiste, athée, et qui va pousser beaucoup plus loin l'association pouvoir despotique et superstition religieuse comme nouage de définition du despotisme oriental. Mais on a toute une série d'auteurs qui sont tout aussi critiques. On a cité beaucoup Anctil du Perron. J'avais aussi une citation de Voltaire dans l'Essai sur les mœurs, qui est... il n'est pas du tout aussi critique qu'Anctil du Perron, mais enfin, il est quand même très réservé, lui aussi, par rapport à l'approche de Montesquieu. Il écrit, par exemple, « Je crois devoir ici combattre un préjugé ». Préjugé, c'est jamais très gentil, sous la plume de Voltaire, que le gouvernement turc est un gouvernement absurde qu'on appelle despotique, que les peuples sont tous esclaves du sultan, qu'ils n'ont rien en propre, que leur vie et leurs biens appartiennent à leur maître. Alors c'est intéressant cette citation parce que c'est à la fois une très bonne définition de ce qu'on appelle le despotisme oriental dans la continuité de Montesquieu et en même temps sa réfutation, ou en tout cas l'idée qu'il s'agit d'un préjugé qui doit être combattu. Donc cette idée, ça c'est très important quand même de retenir ça, cette notion de despotisme oriental, elle est l'objet de controverses, et de controverses, on l'a vu ce matin, qui sont à la fois des controverses qui portent sur le bien fondé
Est-ce qu'il s'agit d'un jugement fondé ou est-ce qu'il s'agit d'un préjugé? Donc là, il s'agit au fond d'enquête, à partir soit de sources lointaines, soit d'enquêtes de terrain, mais il s'agit aussi d'une controverse sur, on l'a vu ce matin, sur la nature même du savoir. Et ça, on a parlé d'un changement de régime de savoir, et ça, c'est en parlant d'Anquetil-Duperron, on l'a souligné à plusieurs reprises. La controverse porte pas simplement sur le contenu finalement du concept ou sur son adéquation à la réalité, mais sur la question de savoir qui a l'autorité intellectuelle et savante pour en juger. Est-ce que c'est celui qui connaît les langues? Est-ce que c'est celui qui est dans la bibliothèque la mieux fournie? Est-ce que c'est celui qui est allé sur le terrain? Est-ce que c'est celui qui a la culture ou la théorie philosophique la plus fine? Voilà, tout ça est remis en jeu dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et avec évidemment, donc, ce sont des enjeux fondamentaux. Donc, c'était mon premier point sur le XVIIIe siècle, donc un concept fondamentalement contesté, controversé, et qui vaut peut-être justement pour ces lignes de controverse qui suscitent, ce qui renvoie plus généralement, ça c'est un point, c'est un de mes chevaux de bataille, sur le fait que les Lumières ne sont pas une doctrine ou une philosophie unifiée. Sur aucun sujet, vous trouverez la pensée des Lumières, la philosophie des Lumières. Non, ce sont en fait c'est un champ de débat, de controverse, et les désaccords nous en disent souvent plus longs que les points de consensus. Deuxième élément très important, rassurez-vous, j'en ai que 3, sur le XVIIIe siècle, c'est l'ambiguïté ou l'ambivalence. Est-ce qu'il s'agit d'un concept typologique ou d'un concept orientaliste? Typologique au sens où il y a une manière de lire le despotisme chez Montesquieu, et même le despotisme oriental. En fait, c'est un type de régime. Un type de régime donc défini par, on l'a dit, le pouvoir absolu d'un seul, qui possède les biens, qui exerce son autorité sur tous les individus. Mais il n'y a pas de loi. Bon. Mais, donc il n'y a que des caprices. Enfin, vous avez les citations en tête. Donc ça, et de ce point de vue-là, au fond, on l'appelle oriental parce qu'il est défini dans des cadres d'empires orientaux, mais au fond, c'est une catégorie, un type de régime politique qu'on pourrait trouver partout, et c'est pour ça que cette notion de despotisme oriental permet aussi de tenir un discours critique, de vigilance par rapport aux dérives de la liberté politique en Europe et en France même. Et puis, en même temps, l'autre conception possible qu'on peut avoir, c'est au contraire un concept qu'on pourrait appeler essentialisant. Il est orientalisant au sens où que cette essentialisation soit liée à des déterminismes géographiques, soit liée à des déterminismes culturels, soit liée à même une essentialisation même historique. Ce sont des questions qu'on a débattues, qui sont extraordinairement débattues par les spécialistes, on l'a vu. Il reste que, dans ce cas-là, et alors c'est vrai chez Montesquieu, ce sera encore plus vrai, par exemple, chez Boulanger, évidemment, ce concept de despotisme oriental, si on le pense vraiment comme un concept orientalisant, c'est-à-dire un concept qui repose sur une essentialisation politique des peuples asiatiques et des peuples orientaux, eh bien, il construit fondamentalement une opposition entre l'Europe comme continent de la liberté politique, fondée sur justement une concurrence et une rivalité des États qui permettent et qui fondent la liberté, et de l'autre côté, l'Asie comme étant la terre de la servitude et du despotisme. Vous avez plusieurs citations aujourd'hui qui allaient dans ce sens, on pourrait en accumuler plein d'autres. Mais vous voyez bien qu'il y a une tension, parce que si on est dans cette essentialisation, évidemment, le concept perd son usage comme un usage, et on sait qu'il sert aussi à ça, il a servi à ça dès la fin du XVIIe siècle pour critiquer les dérives du pouvoir louis XIVien, il va servir à ça tout au long du XVIIIe siècle comme un concept permettant de critiquer et de mettre en garde
contre le fait que la liberté politique, y compris en Europe, est vulnérable, fragile et peut toujours dériver vers le despotisme. Donc, est-ce que le despotisme est essentiellement orientale? Est-ce que cette dimension orientale est un caractère essentiel ou pas? Là, il y a un flottement, il y a une hésitation, il y a une tension, une ambiguïté à l'intérieur même des débats et des définitions. Je crois que c'est un point très très important. Et j'insiste aussi, on l'a vu toute la journée, c'est que cette question de l'Orient oriental, en fait, est un terme dans le despotisme oriental qui recouvre des réalités très différentes, et au moins trois qu'on a vues aujourd'hui. Donc, le monde musulman, et notamment incarné au XVIIIe siècle par l'Empire turc, mais qui, évidemment, est très marqué, ça a été rappelé, par cette figure du sérail, mais qui est une figure très spécifique du monde musulman, tel qu'il est perçu au XVIIIe siècle, ou fantasmé, ou inventé, mais très différent de la même projection du despotisme oriental lorsqu'il est question de la Chine, on a vu, ou la question là, du rapport de la prédation genrée et sexuelle ne fonctionne pas de la même manière. Lorsque le despotisme oriental est imposé sur la Chine, c'est encore d'autres, c'est des schèmes un peu différents qui fonctionnent. Et puis, on a vu surgir, puisqu'au début, le projet, c'était de rapprocher le Proche-Orient et l'Extrême-Orient, et puis on a vu surgir, tout au long de la journée, un troisième pôle de despotisme oriental, qui est la Russie. Qui là est encore un modèle beaucoup plus finalement ambivalent, puisque la proximité avec l'Europe, et on l'a bien vu avec les réformes de Pierre Ier, fait qu'on est dans pour le coup le lointain le plus proche, puisque tout le débat du XVIIIe siècle est sur la question de la civilisation de la Russie, qui apparaît comme une proximité tout à fait possible. Et Volney, que Henri connaît très bien, à la fin du XVIIIe siècle, il oppose justement à cet empire turc, ottoman, décadent, de ce despotisme oriental décadent qui n'apparaît plus comme une menace mais plutôt comme une proie, il lui oppose au contraire la Russie, et une Russie en pleine civilisation, étant en train de sortir justement potentiellement du despotisme pour la civilisation qu'il faut au contraire raccrocher à l'Europe. Et puis, je terminerai par le dernier point, c'est qu'au fond, cet éclatement au fond du référent derrière la notion de oriental dans le despotisme oriental, selon qu'il s'agit de l'Empire chinois, qu'il s'agit du Proche-Orient ottoman, ou qu'il s'agisse de la Russie, ou qu'il s'agisse d'une réflexion autocritique de l'Europe sur elle-même, met en scène une autre tension qui est celle entre immobilisme et, au contraire, dynamique historique, puisque le despotisme oriental est souvent pensé, notamment lorsqu'il renvoie à la Chine, et ça a été dit ce matin, sur le modèle en fait, de l'immobilité. Donc le despotisme oriental, justement, il peut y avoir des révolutions de palais, il peut y avoir des changements, mais fondamentalement, ce sont des sociétés, des régimes politiques marqués par l'immobilité, alors qu'on a vu que, en parallèle, paradoxalement, un grand nombre des questions et des débats suscités par la notion de despotisme oriental au XVIIIe siècle portent sur la question justement du changement historique, avec deux grandes questions. Peut-on réformer les régimes despotiques? Question qui se pose aussi bien pour la Russie de Pierre le Grand au XVIIIe siècle que pour la Chine de 1898. Comment est-ce qu'on réforme un régime despotique? Mais ce qui déjà fait bouger cette notion de despotisme oriental, parce que si on le prend au sens très strict,
c'était un peu l'hypothèse, en fait, finalement, le changement historique ne peut pas y survenir, ou il ne peut y survenir que par la conquête extérieure. Donc, déjà, ça fait bouger un peu la notion. Et puis, l'autre élément qui permet de penser le changement historique, c'est pas simplement peut-on réformer les régimes despotiques, c'est comment éviter la dérive despotique des régimes fondés sur la liberté, ce qui nous renvoie à la question que j'évoquais au tout début, puisque, une fois de plus, aujourd'hui comme au XVIIIe siècle, réfléchir sur cette articulation entre despotisme et orientalisme est une façon peut-être détournée de s'interroger sur les dérives des régimes politiques européens et sur les menaces qui pèsent toujours sur la liberté. Je vous remercie. Et je propose... Et on peut passer aux questions. Oui, je crois que... Oui, alors, j'étais justement en train de dire que l'idée de demander à Antoine Lilti de faire les remarques conclusives, c'était justement de retenir le public jusqu'à la fin de la journée. Et là, il l'a fait évidemment avec tout son talent habituel. Mais je pense que, évidemment, je crois que, en tout cas, vu de notre perspective française, en fait, c'est, comment dire, le point de vue, on va dire, des Lumières est tout à fait central. Hein. Mais je crois que ce qui était vraiment amusant dans cette journée, au fond, c'est de voir que ce concept de despotisme oriental qui a l'air finalement très simplet, hein, parce que l'idée, c'est que, en fait, oui, le despotique, c'est pas moi, c'est toujours l'autre. Hein, c'est bon. Et en fait, on s'aperçoit que c'est, comme l'a dit Antoine, c'est un concept disputé, contestable par excellence, et ça fait penser à un concept crêpe, hein, c'est-à-dire que il se retourne lui-même dans la poêle, hein, donc parce qu'à partir du moment où on commence effectivement à entrer en profondeur dans un concept comme celui-là, il finit par se retourner sur lui-même. C'est ce qu'on appelle un peu la dialectique au fond. Hein, et alors justement là, je crois qu'en écoutant Antoine, je m'aperçois qu'il y a quand même un nom qu'on n'a pas prononcé dans la journée, ou alors je ne pense pas m'être endormi, c'est le nom de Hegel. Parce que, évidemment, enfin, cette opposition entre l'immobilisme et la dynamique historique, hein, c'est quand même typiquement hegelien. Hein. Alors, l'autre, en fait, disons, le dernier aspect de retournement de crêpe, excusez-moi, mais j'ai toujours des métaphores très... oui, culinaires, comment dire, de ménagère, quoi. Enfin bon, je ne suis pas une femme de concept. Hein. C'est que, en fait, dans la dernière phase, qui concerne essentiellement en fait les deux dernières présentations, sur la Russie et sur la Palestine, c'est que, alors je ne sais pas si je me trompe, mais justement c'est une question que je lance comme ça, hein, comme une crêpe en l'air, enfin, c'est qu'on a l'impression qu'actuellement, tous les régimes, disons, autoritaires, voire dictatoriaux, n'existent que sur une logique capitaliste. C'est ça le grand paradoxe actuel, je pense. En écoutant aussi bien Sabine Dulin que Dima, je crois qu'on a un peu le sentiment que en fait, évidemment, moi je connais un peu mieux l'exemple de la Chine, mais la Chine, la Chine actuelle, ça représente ce paradoxe d'un régime qui se dit, qui se proclame volontiers communiste, même, je dirais, marxiste, léniniste. Et ça, c'est une question que je voulais poser à Sabine Dulin, mais je n'ai pas pu. Il semblerait quand même qu'il y ait, en fait, une inspiration fortement stalinienne dans comment dire, la conception politique et la gouvernance politique
du leader chinois actuel. Hein. Bon, ce qui pourrait expliquer justement sa proximité avec Poutine. Enfin, je pense qu'ils ont cette espèce de, comment dire, de communauté de formation. Ils sont tous les deux de formation stalinienne. Hein. Et pourtant, leur régime ne peut exister que sur une logique capitaliste. Bon, je vois que tout le monde est complètement sidéré, mais moi je lance la question. Hein. Alors, je ne suis pas sûr pour le capitalisme, je pense qu'on est plus dans une logique essentialiste. Je dirais qu'on est dans le paradoxe d'Edward Said, l'Orient créé par l'Occident. Et on a bien vu dans notre exposé, enfin dans nos différents exposés, que les Orientaux avaient largement repris, dans le cas du despotisme, les catégories occidentales. Et dans ce sens-là, la situation d'aujourd'hui, c'est plutôt qu'un certain nombre de sociétés non européennes se définissent comme des essences. Il y a une essence chinoise qui a été bafouée par des Européens, les traités inégaux, etc. Ils infligent des choses extérieures comme la démocratie formelle, les droits de l'homme et ainsi de suite. La Russie, Poutine tient des discours assez équivalents, etc. Mais là, on est plutôt dans les essences de civilisation Alors, tu renvoies au problème du commerce qui permettrait d'instaurer la liberté. Et on sait que aussi, c'est des notions qui sont contestées aujourd'hui. Alors, ne serait-ce que ça, c'est un autre sujet, c'est les sujets des empires. C'est ce qu'on avait appelé dans l'historiographie anglo-saxonne l'empire du libre-échange, qui était que pour réinstaurer le libre-échange, il fallait conquérir les territoires, forcer les gens à accepter le libre-échange. Donc, contrairement à la vision marxiste, qui était que l'impérialisme était lié au protectionnisme, l'impérialisme était lié au libre-échange. C'est la théorie de l'impérialisme, du libre-échange. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans un monde, ou dans une large partie du monde, en tout cas, on conteste les valeurs décadentes, immorales de l'Occident. Non, tu n'es pas d'accord? Non, ça je trouve que c'est un peu, comment dire, oui, c'est un peu le persil qu'on met sur le... certes, enfin, il y a effectivement, enfin, je veux dire, un discours culturaliste qui est destiné à contrer justement l'approche orientaliste, essentialiste que tu décris. Hein. Alors bien sûr, tout le monde met l'accent sur alors les Chinois, sur tout est à la sauce caractéristique chinoise. Bon, en Russie, vous avez aussi ce discours extrêmement culturaliste, etc. Mais tout ça, c'est du vernis pour couvrir en réalité ce paradoxe que j'ai souligné. Hein. Au fond, si vous analysez exactement le contenu, s'il y en a un, justement de ces caractéristiques chinoises, en fait, c'est un mélange, encore une fois, de marxisme-léninisme et de capitalisme. Hein. Il faut faire attention, c'est-à-dire au sens où, à mon avis, enfin pour moi, il y a quand même, il n'y a pas de continuité, il y a plutôt une césure entre le despotisme oriental comme objet d'histoire intellectuelle, c'est-à-dire de réflexion sur la manière dont cette catégorie a été construite, théorisée, transmise, les effets qu'elle a produits d'abord dans la pensée européenne et dans la façon dont les Européens ont pensé de manière plus ou moins ambivalente la question de la liberté politique comme un phénomène spécifiquement européen, ou pas. Et ensuite, comment cette notion même a pu, on l'a vu aujourd'hui, être reprise et importée, notamment à la fin du 19e siècle ou au 20e siècle, dans d'autres espaces, pour reprendre cette catégorie-là, et le fait qu'il n'y a pas de continuité avec les catégories qui sont, pas de continuité immédiate avec les catégories qui sont aujourd'hui et qui doivent être aujourd'hui utilisées par les sciences sociales et par les sciences politiques pour penser la spécificité de régimes
politique actuel. Alors on pourra parler d'autoritarisme, on pourra parler de régimes libéraux, etc. Et je pense que ce serait une erreur de vouloir revitaliser, je ne pense pas que c'était votre idée, hein, la notion de despotisme brutal ou même de despotisme tout court pour penser les spécificités d'aujourd'hui. Je pense que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'il faut être, c'est justement en ayant une réflexivité critique sur les limites, les contradictions et certaines apories de la notion de despotisme oriental telle qu'elle a été forgée, qu'on peut aujourd'hui avoir des outils justement pour penser la diversité et peut-être aussi la porosité des régimes politiques sans importer justement ce fatras orientaliste qui quand même pèse lourdement autour de la notion. C'est parfait. Antoine a encore conclu absolument parfaitement notre journée.